Merci à toute l'équipe de présentation du journal télévisé. Nous voici dans les derniers instants de votre émission 90 minutes au Bénin. Un grand oral autour de l'actualité politique nourrie par la tournée nationale de reddition de comptes de Patrice Talon dans plusieurs communes du Bénin. Après Lomé, c'est Boïcon et d'autres villes de l'Atlantique qui accueillent le chef de l'État. Demain, Ouida, et nous avons en plateau un jeune leader, président de la dynamique continue, ce creuset porté animé par des jeunes de la mouvance présidentielle qui travaillent à un second mandat présidentiel pour Talon. Regard sur l'actualité politique, c'est ici et maintenant avec Parfait Goron pour le grand oral. Monsieur Goron, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue Bonsoir. sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. La dynamique continue. Dites-nous, ça regroupe quoi comme creuset? La dynamique continue, c'est une association de développement. Ce n'est ni un parti politique, ni un mouvement politique. C'est une association de développement dont l'objectif, c'est de participer, n'est-ce pas, à la construction de cet édifice commun qu'est le Bénin. Alors, qui parle de construction du Bénin, parle donc de la gestion de la cité. Donc nous intervenons dans la gestion de la cité. Nous faisons des plaidoyers pour que le Béninois lambda se porte bien et mieux. Nous faisons aussi du social de temps en temps. Donc voilà, de façon brève, la dynamique continue. À la naissance de ce creuset, vous avez dit, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique non plus. À la naissance de ce creuset, le mot d'ordre a été clair, hein, c'est travailler à ce que Patrice Talon soit réélu à la tête de ce pays. Pourquoi ce choix spécifique? Exactement. Vous savez, le Bénin a longtemps traîné les pas. Je me rappelle qu'en 2006, quand on allait à Lomé, on voyait que le pays était en arrière par rapport au Bénin. En 2006, beaucoup de gens peuvent le témoigner. Mais 10 ans après, le constat est net, il est clair. En 2016, le Togo nous a dépassés sur tous les plans. Ça veut dire que quelque part, ça n'a pas été bien fait. Aujourd'hui, nous voilà en face d'un président qui, en 4 ans, a changé de façon radicale la dynamique de notre économie. Vous savez, le Bénin a traversé 3 grands chocs qui ont été maîtrisés par l'intervention et les réformes de ce gouvernement. Le premier choc, c'est la chute du Naira, la dévaluation du Naira. Vous savez que beaucoup d'opérateurs économiques béninois importent et revendent vers le Nigeria. Tout à fait. Et en faisant les affaires avec le Nigeria, les Béninois sortent énormément d'argent. Ce qui fait que nous détruisons des emplois chez nous et nous en créons là où nous envoyons les sous. Et quand ces produits-là viennent au Bénin, nous envoyons ça vers le Nigeria. Voilà, le Nigeria dévalue sa monnaie. Donc du coup, tous ceux qui sont dans ces secteurs ont reçu un choc, y compris notre économie. Le gouvernement a su gérer ça. Le second choc, c'est la fermeture des frontières. À ce niveau-là aussi, des prévisions avaient été faites de telle manière que nous avons privilégié, le gouvernement actuel a privilégié l'exportation, ce qui justifie tous ces moyens qui ont été mis en ce qui concerne le monde agricole, de telle manière que quand nous prenons par exemple le coton, en 2015, nous tournons autour de 324 000 tonnes. Aujourd'hui, je crois en 2019, nous sommes autour de 732 000 tonnes, soit une progression de plus de 125% en 4 ans. Alors, qui dit culture de rente, dit rentrée de devises. Donc, nous exportons beaucoup actuellement. Ceci a permis à l'État de pouvoir tenir. Parce que personne n'a voulu vendre la peau de Bénin face aux géants nigériens. Mais nous tenons jusqu'aujourd'hui. Qui a fermé ses frontières. En dehors du coton, quand je prends un produit comme le soja, c'est une augmentation de 56%. Quand je prends un produit comme l'anacane, c'est une augmentation de 13% en 4 ans. Alors quand on vraiment pour des actes comme ça, on ne peut pas le soutenir. On est obligé de le soutenir parce que dans ce pays, en 2 ans, on a investi environ 100 milliards dans le coton. De 2013 à 2015, le résultat, nous connaissons ça, nous étions autour de 324 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 000 tonnes. Donc on est parti du kit au double. Et quand on dit le coton, c'est beaucoup de personnes qui sont derrière ça. Il y a les usines de grainage d'un côté. Quand ils finissent de grainer, il y a toute une logistique autour de ça. Quand vous avez une industrie
qui travaillent dans n'importe quel secteur. Si vous avez 150 personnes dans cette industrie, sachez qu'il y a au moins 1000 personnes en occasionnel. Tout à fait. Alors, si nous doublons la production, ça veut dire que nous allons demander plus de main-d'œuvre. Nous allons demander plus de prestations. Donc, toute la logistique qui est autour du coton, les transporteurs et autres, ça veut dire qu'on crée de la richesse à ce niveau-là, une richesse importante. Donc, ce qui est bien de ce côté, c'est que nous ne sortons pas notre argent. Nous envoyons plutôt, nous recevons des devises. Vous voyez un peu ce que je dis. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, quand nous prenons par exemple le domaine de l'asphaltage, voyez un peu comment ça se passe. Moi, je n'ai jamais vu au Bénin ici autant d'argent investi à la fois dans toutes les villes du Bénin. Tout le pays est en chantier. Et on dit souvent que quand le BTP fonctionne, c'est que les emplois fonctionnent. Donc ceux qui travaillent sur ces chantiers-là, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des Togolais, ce n'est pas des Nigériens, c'est des Béninois qui travaillent sur ces chantiers-là. Donc tous ces gens-là profitent, n'est-ce pas, de ce boom-là. Et quand on parle d'affâtage, quand vous regardez par exemple ce projet, vous allez constater que, contrairement à ce qui se faisait, quand les Chinois, par exemple, prenaient des marchés chez nous, vous allez voir beaucoup d'ouvriers chinois débarquer. Non, ça a été réglé. Vous allez voir rien que des Béninois, accompagnés peut-être d'un ou de deux techniciens chinois qui interviennent. Donc, c'est des milliers d'emplois qui sont créés. La donne a changé en tout le temps. Exactement. Oui. Quand nous prenons les projets liés à l'eau, par exemple, c'est près de 100 milliards en 4 ans. C'est énormément d'emplois. L'électricité, qui est quand même plus ou moins stable aujourd'hui. 800 000 enfants qui profitent de la cantine scolaire. C'est énorme. Derrière 800 000 enfants, il faut compter au moins des dames qui vont produire ce qu'ils vont manger. Donc ces dames-là peuvent être peut-être tout au moins autour de 7 000 emplois. Tout au moins. Alors quand vous voyez autant d'efforts en peu de temps, on ne peut pas couper une telle dynamique. On est obligé de continuer avec. C'est pourquoi donc la création de la dynamique continue. Depuis la création de ce creuset, qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement sur le terrain? Nous avons fait pas mal de choses. Nous avons fait beaucoup on a commencé d'abord par le social. Nous avons rencontré certains ministres, à savoir le ministre ABT, Abdoulaye Tane. Nous avons rencontré le ministre du cadre de vie. Parce que nous voulons des informations qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de travailler avec la population et de voir en quoi nous pouvons servir d'intermédiaire entre ces populations-là et les ministères. Vous voyez un peu. Donc, en dehors de ça, nous avons pas fait dernièrement, il y a moins de 2 semaines, la formation, n'est-ce pas, de nos points focaux. On a fait une séance de renforcement de capacité des points focaux départementaux. On leur a donné les lettres de mission et là, on les envoie. En dehors de ça, il n'y a que dans quelques jours, nous allons nous voir à l'œuvre avec d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons sur le terrain. Et ce sera dans peu de temps. Est-ce que vous nous dites qu'il y a eu un besoin d'informer la population de ce qui se fait ou de ce qui est en cours depuis 4 ans? Bien sûr, on a besoin de les informer. On a besoin forcément de les informer. Parce que le gouvernement a beau communiquer, il ne peut pas nous remplacer, il ne peut pas remplacer des associations et autres de développement sur le terrain. Donc, ils ont besoin forcément d'être informés par rapport à tout ce qui est investi aujourd'hui. Donc, c'est ce travail que nous faisons entre nous et les populations, et maintenant entre les autorités et nous, parce que nous savons de relâcher le terrain. Alors, comment avez-vous réussi à regrouper dans ce creuset des jeunes de tous bords confondus soutenant les associations de l'État? Non, le problème, ce n'est pas une affaire politique, c'est d'abord une affaire de développement. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que LDC, c'est une association de développement. Donc, ce qui compte ici, c'est le Bénin qui compte. Quand vous allez dans LDC, vous allez constater qu'il y a des gens du bloc républicain, il y a des gens de l'UP, donc il y a des gens qui ne sont dans aucun mouvement ni parti politique qui sont avec nous. Donc ce qui préoccupe ces gens-là, c'est d'abord le développement du Bénin, rien que le développement. Alors quand ce mouvement, quand ce creuset a vu le jour, ça a sans doute essuyé quelques critiques, non? Vous avez réussi à les contenir, ces critiques-là? Évidemment. La preuve, c'est que c'est comme là. Monsieur Bourou, l'actualité, c'est la tenue du chef de l'État, Patrice Talon, qui a entrepris depuis le 12 novembre de parcourir les communes du Bénin. Quel regard apportez-vous sur cette activité du chef de l'État? Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis chacun a son agenda. Le chef de l'État a son agenda qu'il déroule aisément. À travers cette sortie, moi, je vois fondamentalement, si je dois résumer cette sortie, je vois fondamentalement 5 points. Oui. Le premier, c'est la délégation de pouvoir. Le bon chef doit savoir déléguer le pouvoir. Et Patrice Talon l'a montré pendant 4 ans.
c'est quelqu'un qui fait confiance en ses collaborateurs. Vous allez voir une certaine stabilité au niveau du gouvernement. On ne change pas les gens tous les mercredis. Les ministres n'ont pas peur que le mercredi prochain, on m'enlève ou que je constate ça à la télévision. Il fait confiance à ses collaborateurs. C'est ça le bon chef. La délégation de pouvoir. La deuxième lecture que je fais de sa sortie, c'est le contrôle. Le chef qui délègue le pouvoir doit contrôler. Parce que nous, les Béninois, nous n'avons pas élu les ministres. Nous avons élu Patrice Talon. Et Patrice Talon a donné une partie de son pouvoir à ses ministres. Parce qu'il ne peut pas être à la fois ministre de la décentralisation, ministre des Finances, ministre de la Défense. Il ne peut pas être tout à la fois. Il a donné donc une partie de son pouvoir à ses ministres. Et c'est à lui d'aller les contrôler. Vous allez voir si les instructions qui sont données sont exécutées. Donc, il est dans l'action du contrôle. Le troisième élément, c'est la reddition des comptes. C'est un principe démocratique, sinon c'est une exigence démocratique. Et c'est ça qu'il est en train de faire actuellement, parce qu'il y a un échange entre lui et le peuple. Il dit pourquoi il a posé telle ou telle action au lieu de telle ou telle autre action. La quatrième étape, n'est-ce pas, c'est le dialogue. Un bon père de famille, il dialogue, il conseille, il rassure. C'est extrêmement important. Et la dernière étape, c'est la promotion de la décentralisation. Ce qui se fait est extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu. Et les Béninois aujourd'hui découvrent leurs communes, les différentes communes du Bénin, n'est-ce pas, à travers cette tournée du chef de l'État. Je n'ai jamais vu. Moi, je trouve ça extraordinaire. On ne peut que soutenir une telle sortie. Justement, le chef de l'État, au cours de cette tournée dans plusieurs communes, il a fait des annonces, il a passé des messages. Quelquefois, le ton a été d'une certaine gravité. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu concrètement de ces différents messages? Non, je retiens juste que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui est juste, véridique. Ce qui dérange souvent nous, les Béninois, c'est que l'on nous dise la vérité. On n'aime pas ça. Personne n'aime la vérité de façon, quand elle est dite de façon crue. Donc, il a un langage de vérité. Il ne sait pas contourner. Il dit concrètement ce qu'il pense. La vérité, elle ne tue pas. Elle peut blesser. Pour quelque temps, à la limite. Mais il est dans un langage de vérité. Et moi, je préfère quelqu'un qui est direct que quelqu'un qui aime tourner autour du pot. Il est direct. Justement, il n'y a que cette tournée du chef de l'État aiguise un peu des critiques au niveau de l'opposition qui pense qu'il est en pleine campagne. Non, vous savez, pendant 4 ans, le chef de l'État n'est pas sorti. Pendant 4 ans pratiquement. Nous avons vu le général Kélékou au Bénin ici. J'ai l'impression qu'on a perdu la mémoire pendant 10 ans. Nous avons vu le général Kélékou ici. Il ne sortait pas de son bureau. Ça n'a pas empêché le pays de fonctionner. Ou bien, s'il ne sort pas, ça veut dire que non seulement les gens qu'il a mis en place autour de lui, les collaborateurs qu'il a mis en place autour de lui, il leur fait confiance. Il sait qu'il peut faire le boulot qu'il leur a confié. Et lui, en tant que chef d'orchestre, il distribue les rôles et actuellement, il est sur le terrain pour les contrôler. Je crois que la reddition des comptes, c'est un principe démocratique. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est dans son rôle. Maintenant, ça n'empêche pas que l'opposition ait son agenda. Chacun a son agenda. Et ce qu'il fait aujourd'hui, d'autres l'ont fait. Hein, d'autres candidats à la présidentielle venaient ici, en commençant par le ministre Pierre Tchol l'avait fait. Le ministre Koupaki l'a fait aussi. Mais ce n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Monsieur Gourou, oui, il n'y a que l'opposition, quand on fait un peu le bilan du mandat qui s'achève de Patrice Talon, l'opposition pense que c'est un mandat qui n'a pas fait dans du social avec la suppression de beaucoup d'emplois. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Non, vous savez, je me désole que parfois, notre opposition, ou bien les oppositions d'Afrique, c'est toujours, nous sommes toujours dans la négation, parfois. Moi, je crois que les décisions d'emploi dont on a parlé, c'est par rapport à des outils de production publique. Des sociétés comme la Sonacop, des sociétés comme la Sonepra, des sociétés comme Libercom. Vous savez, Libercom, quand ils ont commencé, ils étaient seuls sur le terrain. Et ils vendaient les téléphones Alcatel là autour de 200 ou 250 000 francs. À quoi a servi tout cet argent? Libercom est mort aujourd'hui. Mort. Et on ne peut pas savoir aujourd'hui qui sont ces gens qui ont tué Libercom. Pendant ce temps, Togocel, à côté, vit toujours, fonctionne toujours, fait gagner des milliards à l'État togolais. La Sonacop, vous voyez une société comme ça, où nous savons tous comment ça fonctionne dans ce pays. Il y avait des directeurs de sociétés
d'État, des ministres, qui payaient leurs ouvriers avec des tickets valeurs. Et ces directeurs savaient que quand le monsieur va aller au niveau de la Sonacop, quand il remet des tickets de 100 000 francs, il va recevoir en retour peut-être 50 000 francs, 60 000 francs. C'est-à-dire que l'argent qui est là, volait à la Sonacop 40 000 francs. À chaque opération. Ils volent à la Sonacop 40 000 francs. Ils sont plusieurs à voler, à mettre l'argent de la Sonacop dans les poches. Du coup, ils empêchent la Sonacop de pouvoir approvisionner. Et les gens qui viennent maintenant avec du cash pour acheter de l'essence, ils n'ont jamais cette essence-là à la Sonacop. Alors, je dis, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème qui se pose, c'est que il y a que l'État, avant, parce que ce talent, n'était pas juste. Vous imaginez, moi, je suis opérateur économique. Si pas ma gabegie, ma société tombe en faillite, j'aurai l'État sur le dos, les impôts. J'aurai les banques sur le dos. J'aurai mes fournisseurs sur le dos. On est d'accord? Moi-même, j'ai une famille. J'ai une famille que je dois nourrir. Mais on ne va pas regarder ça si la société, pas ma faute, tombait. Même si parfois, ce n'est même pas ma faute. Et c'est des opérations exogènes qui viennent me plonger. Personne ne viendra en aide. Vous voyez un peu ce que je dis? Alors, la Sonacop, les gens mettent l'argent de la Sonacop dans les poches et on demande à l'État béninois de prendre l'argent de nous tous. Alors que celui qui a trouvé déjà un boulot à la Sonacop, il est un privilégié. Il fait partie de l'élite. Parce que non seulement il a un salaire, mais il sera déclaré. Ses enfants seront soignés quand ils seront malades. Mais le pauvre paysan de Gorgounou, il n'a assez à rien de tout ça. Mais c'est lui qui fait l'économie. L'opérateur économique, qui a 2 employés qu'il paye, c'est lui qui fait l'économie. Mais quand ça vient là, des problèmes, ils n'ont pas l'État pour leur donner de l'argent. À vous, on vous donne un outil de production qui peut vous faire, au lieu de tout faire pour faire avancer la société, vous faites tout pour la faire tomber. Et vous voulez qu'on vous donne encore de l'argent chaque fois. Non, il faut arrêter ça, ce n'est que justice. On ne peut pas être politique et dire qu'on est du côté du peuple et accepter des mesures élitistes. Parce que ça, c'est des mesures élitistes. C'est comme si c'est un club où les loups ne se mangent pas entre eux. Quand les gens de la Sonacop, ils ont un problème, il faut que nous nous intervenions pour que, au cas où nous aussi, nous allons voler dans une société, ils peuvent nous soutenir aussi. Oui, c'est comme ça. Et c'est dommage. Et moi, ce que je déplore, c'est que, non seulement moi, en tant qu'opérateur économique, qui cotisait de l'argent pour l'État, on va me pousser jusque dans le bien privé. Celui-là qui a volé la Sonacop pendant 20 ans, c'est bien, continue pas à lui appartenir. Hein. On ne le poursuit pas. Le pompiste qui prend 100 000 francs de ticket valeur et donne 50 000 francs et met 50 000 francs en poche là, personne ne le poursuit. Hein. Il n'a qu'à garder ça. Je crois que c'est une question de justice. Et donc, pour que nous puissions avoir de l'argent pour faire des routes, pour donner de l'eau à Bois Béninois, pour avoir l'électricité à plein temps, etc. Je crois que c'est plus juste. Oui, la question c'est de savoir, quand vous faites aujourd'hui le bilan de Patrice Talon, qu'est-ce que vous trouvez concrètement après ce que vous avez déjà énuméré, à savoir les routes, l'asphaltage, l'INSAE, qui est un institut très sérieux, très sérieux, qui est très écouté dans la sous-région, qui est sollicité dans la sous-région, a parlé de 800 000 emplois. Je n'ai pas contesté ça. Il s'agit quand même de l'INSAE. Nous savons tous la technicité de ces gens-là. Donc s'ils ont parlé de 800 000 emplois, moi je crois en ça. Et j'estime que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous doublons la production de coton. Il est clair que ça va agir en matière de main-d'œuvre. Nous doublons la production de soja. Il est clair que ça va créer de l'emploi. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. L'asphaltage est là, les projets d'eau, l'électricité. Tout ça, c'est des projets qui prennent beaucoup de gens en compte. Actuellement, quand nous prenons par exemple la gestion du Covid actuellement, de la Covid actuellement, voilà un secteur, une situation qui est venue nous tomber dessus, comme dans tous les pays, dans tous les pays. Mais il y a des gens, des chauffeurs, des gens qui ont leur restaurant, des gens qui ont des PME, qui ont reçu le soutien de l'État béninois pour les accompagner. Il y a une autre cagnotte de près de 3 milliards actuellement pour 18 000 béninois qui vont recevoir de l'argent sur leur compte. En dehors de tout ça, les recrutements au niveau, n'est-ce pas, du programme d'insertion des jeunes qui prend environ 2000 personnes en compte. Tout à fait. Voilà, qui prend environ 2000 personnes en compte.
Donc tout ça, c'est des emplois qui sont créés dans le pays. Donc on ne peut pas dire que le président n'a pas fait grand-chose au niveau de l'emploi. Il a fait énormément, il a fait beaucoup. C'est à nous de voir la balance qu'il y a entre ce qui aurait été détruit et ce qui est créé. Et je crois que c'est largement au-dessus de ce qui est détruit. Qu'est-ce que la tournée du chef de l'État Patrice Talon apporte à cette dynamique que vous portez? Ça apporte quoi de nouveau à cette dynamique? Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de 5 étapes actuellement. Tout à fait, oui. C'est une manière à sa sortie nous permet à nous de nous conforter dans notre position. Voilà un peu ce que je dis. Quand vous voyez toute la mobilisation qui est faite, comment les populations sortent. J'ai suivi une dame dans l'une de nos communes, je crois que c'est Djougou, je ne me rappelle plus exactement, qui, quand vous voyez les populations au niveau des différentes communes, vous allez voir que dans chaque commune, c'est les populations elles-mêmes qui citent les réalisations du gouvernement. Ça veut dire que c'est des choses tangibles, des choses qu'on peut toucher. Vous voyez ce que je dis? Oui. Et à chaque fois, c'est les populations elles-mêmes qui font le relais, qui viennent maintenant dire, voilà, vous avez déjà fait ceci, maintenant nous avons besoin de ça, en supplément. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, cette sortie-là nous renforce nous autres dans notre conviction que la candidature du chef de l'État, non seulement elle est légale, mais à travers les actions qu'il a posées sur le terrain, elle est légitime. Quand on fait un peu le point de sa tournée, je serait peut-être la dernière question, c'est qu'il y a des populations qui suscitent la candidature de Patrice Talon qui voudraient qu'il revienne. Déjà, vous avez vu le cas de Porto-Novo où on a brandi des pancartes et tout. Est-ce que pour vous, c'est une bonne appréciation de ce qui se fait à ce moment? Très bonne appréciation. C'est le contraire qui aura étonné. Nous connaissons tous Porto-Novo, par exemple, avant l'arrivée du président Talon. Et la population, celui qui a devant sa maison une voie pavée qui passe, ou les bitumes qui passent, lui, c'est ce que Talon lui a fait. Celui qui n'a pas l'eau, quand je prends une population, des zones comme ça, comme Dassa, il y a, je dirais, 4 ans environ, quand vous allez à Dassa ou à ça, vous allez voir des bidons jaunes tout au long de la voie. Les gens sont à la recherche de l'eau. On ne peut pas comprendre qu'une ville comme Dassa n'a pas l'eau. À Boubacar, tout près ici, on n'a pas l'eau. L'eau simplement, on n'en a pas. Donc ces populations savent ce que le président Talon a fait pour eux. Et c'est maintenant qu'ils expriment leur joie à travers la commission de l'État. Monsieur Gouin Parfait, président de la Dynamique Continue, votre mot de la fin. Je vous remercie pour l'invitation. Et mon mot de la fin, c'est simplement la Dynamique Continue. Merci, très belle conclusion qui vient de remettre un terme à cette émission 90 minutes au Bénin qui aujourd'hui l'a été son actuel. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez fait le savoir, à très vite.